Je m'appelle Camille Besson, je suis chef de projet interentreprise à la ruche industrielle et je suis accompagnée de cette conférence par Céline. Oui, bonjour à toutes et tous, Céline Buffet-Lémar, je travaille chez Renault Trucks Volvo, je suis cofondatrice de la ruche et je travaille avec Camille sur le pilier jaune et notamment sur les notions d'organisation apprenante. Cette conférence va se dérouler autour de 3 temps. Premier temps, on regardera un peu ce qu'est une organisation apprenante et on aura besoin de votre participation via Bicast. On vous rappelle, vous avez le code en bas à gauche de l'écran. Ensuite, on aura un témoignage de 2 adhérents de la ruche, de Bosch et de Lot, pour voir un petit peu quelles sont leurs visions autour des organisations apprenantes. Et puis, on terminera par se poser la question en quoi la ruche est une organisation apprenante, et on aura le témoignage de Valérie Bonnier de Renault Trucks Volvo. Il y aura en fin de conférence un temps de questions-réponses, et puis on aura une dernière session Bicast pour avoir également vos retours. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le chat si vous le souhaitez. Des fois, on a des questions, on a plein de problèmes, mais n'hésitez pas, on les prendra en fin de session avec grand plaisir. On vous propose de rentrer tout de suite dans le premier temps fort de cette conférence. Qu'est-ce qu'une organisation apprenante? Et avant de répondre à cette question, puisque finalement l'organisation apprenante est déjà une réponse et une solution en soi, on vous propose de replanter un petit peu le décor, puisque c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à la ruche, apprendre à se poser déjà les bonnes questions et à bien identifier le problème avant d'apporter des réponses. Et donc, le constat qu'on a fait au départ, c'est le constat également qui a précédé la création de la ruche, c'est que les entreprises industrielles aujourd'hui en France, quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, elles sont confrontées à un certain nombre de défis. Tout d'abord, on note l'apparition de nouveaux produits, on nous demande de nouveaux produits uniques, toujours plus personnalisés, ce qui suppose de repenser nos chaînes de production. On voit également l'émergence de nouveaux acteurs, parfois plus petits, souvent plus agiles, qui viennent disrupter une partie de notre chaîne de valeur et surtout nous imposer des cycles d'innovation toujours plus courts, qui supposent de se réinventer tous les jours et toujours toujours plus vite. Parallèlement à ça, on a évidemment l'émergence du 4.0, ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, qui va amener des nouvelles technologies et ce qui suppose d'accompagner nos collaborateurs dans leur montée en compétences vers ces nouvelles technos. Et puis également de nouvelles aspirations humaines. On parle beaucoup du management intergénérationnel. On a une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, qui a de nouveaux besoins et qui suppose de repenser nos modes de management et d'organisation du travail. C'est un constat qui était déjà vrai il y a 3 ans et même un peu plus aux prémices de la ruche. On peut dire que c'est d'autant plus important dans le contexte qu'on traverse actuellement, avec une crise sanitaire et économique qui est venue quelque part cristalliser et amplifier ces tendances de fond. Dans ce contexte-là, on peut dire que l'industrie aujourd'hui, elle est confrontée à un double enjeu de survie, performer au quotidien, ça c'était déjà de toute façon important, mais ça tend à se renforcer encore une fois dans le contexte qu'on traverse en ce moment, mais surtout se transformer pour assurer sa pérennité. Et donc, on a des défis, et Camille en a parlé, et ces défis, on peut un peu les citer. On a les défis de la transition énergétique, de l'électromobilité, de la circularité du digital. Et ces défis, en fait, ils viennent questionner à la fois notre expertise technologique, les business models, l'approche client qu'on peut avoir autour des produits qu'on souhaite vendre, et puis nos façons de travailler. Et tout va très vite, il se passe beaucoup de choses en quelques mois. Donc, on a vraiment aujourd'hui besoin de s'adapter en permanence à notre environnement. Et ça veut dire que les principes de knowledge management qu'on connaissait dans les années 90, début 2000, aujourd'hui ne suffisent plus. Et on a besoin vraiment de partager souvent, d'avoir des petites incrémentations, partagées à tous les niveaux. Et donc, on a besoin de quelque chose qui soit beaucoup plus dynamique et beaucoup plus transverse. Et c'est ce qu'on met derrière la notion d'organisation apprenante. Parce que l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, comment je fais pour avoir les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui, mais dont j'aurai besoin demain aussi, sachant que je ne sais pas quelles seront ces compétences dont j'aurai besoin demain. Donc, on a besoin d'itérer très, très souvent et d'apprendre en permanence. Alors, pour ça, voilà, on a essayé de vous présenter notre vision des choses, sachant qu'on s'est basé sur un certain nombre de sources. On a regardé les vidéos du centre de recherche interdisciplinaire sur la planète apprenante, qui sont extrêmement riches. On a regardé d'autres vidéos, on a lu un certain nombre de choses, et puis on s'est basé aussi sur notre expérience à la ruche. On vous propose une forme de modélisation en forme de roue. Et je voudrais juste remercier Maglone
qui a sublimé le vilain croquis qu'on lui avait fait sur un slide. Ouais. Merci pour ça. Donc voilà, on a modifié ça sous forme de groupe parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc je vais prendre les étapes dans l'ordre. Une organisation apprenante, c'est d'abord un lieu où on est ouvert sur les autres, sur le reste du monde, et c'est une organisation où on est curieux. Et de cette ouverture et de cette curiosité, en fait, vont découler un certain nombre de questions. On va se poser des questions, et c'est ces questions qui vont petit à petit faire avancer le système. Ces questions, ensuite, on ne va pas y répondre tout seul. On va casser les silos et on va se baser un peu sur l'intelligence collective, sur la collaboration pour co-construire les réponses à ces questions. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la construction de ces réponses, on ne va surtout pas attendre d'avoir tout fait, mais on va se mettre en action aussi, en action consciemment, c'est-à-dire quand on va faire quelque chose, on va savoir pourquoi on le fait. Donc, je vais aller tester ça, je vais regarder comment ça se passe et je sais ce que je veux en retirer et ce que je voudrais en apprendre. Et puis, le fait d'avoir des petits bouts comme ça, qu'on appelle un peu du test and learn, ça va permettre de s'adapter à son environnement. Ensuite, l'idée, c'est pas de garder pour soi ce qu'on a appris, mais dans une organisation apprenante, en fait, on va mettre à disposition ce qu'on a appris, on va essayer de partager ses savoirs. Et le fait aussi de se mettre dans une dynamique de partage, ça va permettre aussi de vraiment prendre conscience de ce qu'on a appris. Et l'objectif, encore une fois, c'est de partager au fil de l'eau. Donc, on va essayer de structurer ces savoirs pour ensuite les mettre à disposition de chacun et les partager sous forme de plein de formats différents. Qui peuvent être de l'échange de pratiques, qui peuvent être des mini-conférences comme on peut le faire là, du mentorat, des posts sur les réseaux sociaux, des infographies. Il y a plein de façons de partager ce qu'on fait. Et l'idée aussi, la richesse d'avoir plein de formats, c'est qu'on peut rendre ce savoir accessible au plus grand nombre de personnes. Et ce qui est vraiment important dans une organisation apprenante aussi, c'est que chacun ait l'opportunité de grandir. Et le fait d'apprendre des choses, généralement, ça nous fait émerger d'autres questions, et donc on repart pour un tour de roue. Deux choses qui sont importantes, c'est qu'on a mis des numéros parce qu'on pensait qu'il y avait une logique dans les étapes, mais en fait, on peut rentrer à n'importe quel moment et puis voilà, commencer à tourner. Et vous l'aurez bien compris, quand on parle d'organisation apprenante, c'est plus uniquement l'affaire de DRH ou de la formation, ça devient l'affaire de tout le monde. Donc, on est tous co-responsables dans une organisation apprenante, voilà, de structurer ce qu'on a appris et puis de le diffuser au plus grand nombre. Le constat qu'on a fait avec Céline quand on a commencé un peu ces réflexions sur la notion d'organisation apprenante, c'est que finalement, on a beaucoup de mysticisme autour du terme, on se pose des questions sur la définition et on se dit ça a l'air très complexe et on a un peu peur d'y aller. Et finalement, peut-être qu'on y est déjà en partie sans le savoir. Et donc le constat, c'est que finalement, on met en place une organisation apprenante, un petit peu comme M. Jourdain fait de la prose, sans le savoir, de façon très empirique. Et c'est pour ça qu'on souhaitait instaurer un petit peu un dialogue avec vous, donc la salle en présence, mais également la salle virtuelle, pour voir parmi les 5 axes qu'on a mentionnés à l'instant, lesquels sont peut-être déjà développés dans votre entreprise à un niveau plus ou moins important. Et pour ça, on vous propose cette petite activité via l'outil Vicas. Donc, pour ceux qui n'étaient pas forcément présents dans les premières minutes de la réunion, vous pouvez rejoindre l'activité via le lien qui figure dans le chat de la conférence. Donc, vous cliquez sur le lien, vous avez un code à renseigner et vous pouvez rejoindre la session. On va laisser un petit peu de temps pour que tout le monde puisse se connecter. Je vois que la salle virtuelle du podcast se remplit petit à petit. Et donc, on va lancer un petit sondage pour savoir lesquels, parmi ces 5 axes, lesquels sont déjà développés dans votre entreprise. Je vous les affiche à nouveau à l'écran, parce que c'est vrai que c'est plus facile de les avoir sous les yeux pour y réfléchir. Donc, ouverture et questionnement, réseau ressources, intelligence collective, mise en action et adaptation, démarche test and learn, structuration des savoirs, partage et accès adapté des savoirs à chacun. Et donc, on se donne une petite minute pour répondre
à ce petit sondage et voir un petit peu les tendances qui se dégagent. Et voilà les réponses. Vous êtes nombreux du coup à avoir mentionné l'existence déjà d'un réseau de ressources et une mobilisation de l'intelligence collective. C'est ce qui ressort majoritairement. Également l'ouverture et la capacité à se poser des questions. Donc, qui sur la troisième marche du podium, la mise en action et la capacité d'adaptation. Merci de vous être prêtés à cet exercice. On vous propose maintenant d'aller un petit peu plus loin sur une deuxième phase. Là, on va se donner quand même 2 petites minutes parce qu'il va falloir un petit peu de temps pour celle-ci. Pour chacun des axes, est-ce que vous avez des exemples d'initiatives qui sont déjà lancées dans votre entreprise? Vous êtes en capacité normalement depuis l'interface du casque de renseigner un post-it digital et de sélectionner une catégorie. Donc, pour rappel, les 5 catégories qu'on mentionnait, ouverture et questionnement, réseau ressources, intelligence collective, mise en action et adaptation, structuration des savoirs, partage et accès adapté à chacun. Donc, n'hésitez pas à nous renseigner quelques idées, sachant que la production collective sera évidemment restituée, ce qui nous permettra de garder une trace un petit peu de ce qu'on s'est dit ensemble ce midi, et c'est finalement la première étape aussi d'une émission apprenante. On est en train d'apprendre aussi tous ensemble au contact des uns et des autres. On a déjà beaucoup de post-it dans la catégorie ouverture et questionnement. Création d'une commission de réflexion, déploiement du changement futuriste pour avoir plus de collaboration, onboarding des collaborateurs et des collaboratifs, être membre de la rue, ça fait toujours plaisir à dire, mais ça fera un lien avec la section qui vient juste après. Donc, le réseau de ressources également, là on parle d'intégration avec la ruche qui revient, des référents métiers, des échanges à tous les niveaux. Beaucoup de réponses également sur le partage de l'accès au savoir pour chacun avec la création de communautés d'experts. Et on voit que les formes de partage peuvent être différentes et variées. Alors, la catégorie structuration du savoir n'a pas été très publicitée, mais c'est intéressant en soi. Ça sera peut-être également aussi de nous expliquer ce qu'on fait à la ruche sur ce volet-là. En tout cas, merci à tous d'avoir joué le jeu. On partagera du coup la synthèse consolidée de tout ça. Et ça fait une bonne transition finalement avec le deuxième temps qu'on souhaitait vous proposer pour cette conférence. On a souhaité donner la parole aux industriels adhérents de la ruche, alors à certains d'entre eux, ceux qui sont nombreux à mener des projets en lien avec cette thématique. On a choisi du coup de donner la parole plus particulièrement à Bosch, Rexroth et à Olot pour essayer de comprendre un petit peu leur vision sur le sujet. Et c'est d'ailleurs la première question qu'on souhaitait aborder avec vous, messieurs. Peut-être qu'on peut démarrer par Didier, s'il est d'accord. Est-ce que Didier, tu peux te présenter en quelques mots et puis nous dire qu'est-ce qu'une organisation apprenante pour toi et si tu as des exemples d'initiatives qui sont déjà en place chez Olot en lien avec ce sujet. Oui, très bien. Bonjour, donc Didier Grivel, je suis le directeur de l'empowerment au sein de Olot. Donc j'ai en charge de conduire la transformation culturelle du groupe, donc une transformation qu'on a initiée en 2017 pour passer d'une organisation assez top-down et en silo à quelque chose de vraiment très décloisonné et très collaboratif. Voilà, donc je conduis cette démarche et tout naturellement, effectivement, la notion
learning company ou d'entreprise apprenante est arrivé sur le devant de la scène. Alors, pour nous, l'entreprise apprenante, c'est une entreprise dans laquelle, une organisation apprenante, chacun grandit, comme vous l'avez dit, au contact des autres. Et la responsabilité de l'entreprise, c'est aussi de créer les conditions, la mise en place d'outils, de modèles managériaux et d'organisation qui facilitent cet apprentissage pour une plus grande performance de l'entreprise et puis pour faire grandir les individus et répondre quelque part aussi à un enjeu sociétal qui est l'employabilité des collaborateurs qui, dans l'environnement dans lequel on vit, qui bouge beaucoup, est très difficile à conduire pour chacun des collaborateurs. Par contre, si on les encourage à se former par eux-mêmes, à être curieux et à développer leurs compétences, ils vont pouvoir progresser sans forcément avoir l'accompagnement au quotidien derrière par l'entreprise. Voilà. Alors, vous voulez quelques initiatives, c'est ça ce que je... Tout à fait. Si tu as en tête quelques exemples. Alors, dans ce contexte-là, on a mis un certain nombre de choses en place. Alors, je prends peut-être un ou deux points. La capacité à partager avec les autres leur savoir. On a organisé ce qu'on appelle des Friday Talks. Un vendredi par mois, les collaborateurs volontaires vont présenter un sujet qu'ils ont travaillé avec des gens de mon département à l'ensemble des autres collaborateurs, tout du moins pour l'instant sur le siège social. Et donc ça peut être par exemple, c'est quoi nos clients, quels sont nos clients, quel est l'avenir du digital dans nos métiers, quelle est la finance pour les nuls, etc. Donc c'est des collaborateurs qui maîtrisent leur métier, qui se sont portés volontaires pour le présenter à d'autres sous une forme ludique, sous une forme très ludique. Et ça se passe entre midi et 2, c'est 1 heure tous les vendredis, une fois par mois. Et ne viennent que les gens qui sont intéressés par le sujet. Donc c'est en dehors du temps de travail. Et ça marche plutôt bien parce que c'est à peu près 70-80 personnes chaque fois qui viennent assister. Et ça muscle les personnes qui viennent présenter leur sujet, parce qu'ils gagnent en pédagogie, en présentant, mais ils apprennent aussi des choses, et puis les gens vont capter du savoir, et ça leur donne aussi des idées en disant, mais nous aussi, on pourrait, dans notre département, présenter aux autres ce que l'on fait, parce que finalement, ils ne savent pas. Voilà, ça c'est une des illustrations parmi d'autres qui contribuent à le fait de partager le savoir ensemble, et puis de le faire grandir pour le bénéfice de tous. Merci beaucoup, Didier. Du coup, en miroir de réflexion, on a avec nous Marc Beaumont de Gauche Extract. Marc, du coup, on a une question. Est-ce que tu peux te présenter et nous donner un petit peu ta vision d'une organisation apprenante? Oui, bonjour à tous. Donc, vous avez sollicité quelqu'un d'authentique, donc ça, je saurais l'être. Très modeste dans les thématiques d'organisation apprenante. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de contribuer comme je le peux à cet échange. Et j'espère qu'on en sortira grandi. Alors, mon autre activité, moi je suis directeur industriel sur le site Bosch Rexroth de Vénissieux. Voilà, on développe, on produit, on vend à nos 320 clients mondiaux des systèmes de commande et de pilotage d'engins compacts de chantier. Par exemple, les mini-pelles que vous voyez en bord de la route sont équipés de nos produits. Voilà, alors qu'est-ce que c'est pour moi une entreprise apprenante? Alors, je vais commencer par dire ce que ce n'est pas, parce que déjà, ce que ce n'est pas, c'est un challenge extraordinaire à relever pour des entreprises. C'est déjà de mettre en place des routines de plans de formation, d'identification des compétences. Voilà, quelque chose de très cadré par l'entreprise qui permet de faire évoluer les savoirs de l'ensemble de ses collaborateurs. Et je dis que c'est un challenge quand on est dans un groupe de 400 000 personnes implantées dans 150 pays, on peut imaginer ce que ça représente. Donc ça, c'est déjà formidable, mais ce n'est pas ça, une entreprise apprenante. Donc une entreprise apprenante, c'est une entreprise qui est en capacité de positionner ses collaborateurs comme des acteurs de leur propre apprentissage. Donc il y a une démarche de décision et d'autonomie qui est faite par chacun des collaborateurs. C'est ça ma définition. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais c'est comme ça que je la vois aujourd'hui. Alors, en termes d'exemple, alors le groupe, dans les standards qu'il a proposés, il y a moult formations accessibles par le web, avec des supports vidéo et audio dans toutes les langues possibles et imaginables,
de très haute qualité. Alors, c'est très orienté en fonction des métiers qu'occupent les gens, mais les gens ont aussi la liberté d'accéder à ces connaissances s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est une possibilité, je dirais, niveau groupe. Donc chez nous, plus en local, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre et imaginé? Donc c'est à l'initiative d'un de nos collaborateurs qui a dit, tiens, j'ai une idée, je sais des choses. Ça rejoint tout à fait ce qu'a décrit Didier, on ne s'est pas concerté. Je sais des choses, mais tiens, pourquoi je ne partage pas mes connaissances avec mes collègues? Alors le support, on appelle ça des micro-learning, donc c'est ces espèces de fiches qu'on peut retrouver sur les smartphones. Donc tout le monde y a accès, donc ça c'est déjà important en termes d'accessibilité, avec diverses thématiques. Je vais vous donner quelques exemples, hein, c'est très varié. Comment fonctionne un logiciel embarqué dans nos produits, comment on comprend un indicateur de productivité dans les ateliers, comment on comprend les indicateurs financiers, qu'est-ce que la base de l'électronique, etc., etc. Aujourd'hui, il y a 20 à 30 fiches qui existent et progressivement, elles augmentent. Le nombre de participants, c'est à peu près 40% de nos effectifs qui ont accès à ce type d'informations. Voilà, c'est une illustration et on aura l'occasion au cours de nos échanges de clarifier encore plus d'actions. Merci beaucoup, Marc. Merci bien. On va du coup passer à la deuxième question. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous et quels sont les apports pour votre entreprise et pour vos collaborateurs? Et je te propose de poursuivre, Marc. Oui, écoutez, alors là, c'est très simple et je pense vous l'avez déjà bien illustré. Écoutez, ce que nous, on vit dans les entreprises et tous les gens qui nous écoutent vivent la même chose. Bon, il y a un rythme dans le changement, et je dirais dans la transformation qui s'accélère. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, ce n'est pas le propos, c'est une réalité. C'est comme ça, donc on n'a pas d'autre choix que de suivre le mouvement si dans nos entreprises, on veut encore exister là où on est et être à la pointe dans nos domaines d'activité. Donc c'est une obligation, ce n'est pas une contrainte, c'est une obligation et il faut faire avec. Bon, donc pour moi, l'agilité dont on a beaucoup parlé de flexibilité, d'agilité, pour moi, ça ne suffit plus, hein, c'est dépassé. Je pense que beaucoup de nos entreprises le sont. On passe dans une autre dimension. Moi, c'est faire face à l'improbable. Quelques exemples réels. Le Covid, projetez-vous il y a 3 ans. Le Covid, incroyable. La rupture des matières premières, inimaginable. La saturation dans les transports mondiaux. Personne n'arrive à comprendre ce qui se passe. Et encore plus dingue, des ruptures d'approvisionnement électrique dans des pays qui ne sont pas des pays exotiques. Donc, je ne vais pas les citer, mais c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Hein. Donc, pour moi, on est monté d'un cran dans la transformation, d'une part du fait des rythmes, mais aussi dans ce besoin qu'on a d'emmener nos équipes, parce que transformation, c'est bien sympa, mais on les construit, on les réalise avec nos équipes. Et on en est tous convaincus. Donc, il y a cette nécessité de monter d'un cran dans tout ce qui est la maîtrise des connaissances, compétences et cette notion d'organisation apprenante nous est très bénéfique. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça, c'était pour l'entreprise, c'est une vraie nécessité. Qu'est-ce que ça peut apporter aux collaborateurs? Bon, quelques illustrations, mais finalement, il y a quand même des évidences. Bon, pour moi, c'est plus d'ouverture d'esprit pour pouvoir partager et accéder à des connaissances qu'ont des collègues, comme j'ai pu l'illustrer précédemment. Moi, je suis convaincu que ça génère une forme de sentiment de liberté pour les collaborateurs qui sortent d'un cadre contraint et ultra organisé par les entreprises. Et quelque part, il y a aussi une cohérence parce qu'on demande de plus en plus de collaboration, mais en échange, on peut apporter un élargissement des connaissances. Donc pour moi, globalement, c'est vraiment être mieux armé face à l'improbable, hein, comme je l'ai dit précédemment, et quelque part, alors je vais finir là-dessus, avant de donner la parole à Didier. Ok, on dit, ça augmente l'attractivité des gens. Voilà, ce que je veux juste vous dire, oui, c'est vrai, mais pour qu'elles restent dans nos entreprises.
Ça, pour moi, c'est fondamental. Merci beaucoup. Didier? Oui, moi, je rejoins beaucoup Marc. Nous, effectivement, quand on parle de l'environnement VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu dans lequel on vit, derrière, pour y faire face, un des seuls moyens identifiés, c'est d'être beaucoup plus agile. Et l'agilité, ça nécessite de travailler sur la vision, le sens à donner aux collaborateurs, de leur laisser de l'autonomie, la responsabilisation, donc de les muscler. Et ben, en travaillant sur ces éléments, en leur donnant beaucoup plus d'informations globales sur l'entreprise, échange avec les autres, avec une vision, un sens, on dit qu'ils vont pouvoir diriger leurs actions dans ce qui est le mieux pour l'entreprise, en musclant leurs compétences. Et donc, c'est ce travail-là qu'on essaye aussi de développer dans le cas de la Learning Company. Donc, c'est pour, bien entendu, qu'ils soient plus performants, qu'ils ont une vision beaucoup plus systémique de l'entreprise, de leur environnement au sens général. Quand on parle de marché, de rupture d'approvisionnement, beaucoup de personnes dans l'entreprise doivent être conscientes de ces choses pour mieux comprendre l'environnement et mieux prendre des décisions. Et donc, pour nous, ça va amener de la performance, ça fait grandir les collaborateurs, et puis c'est le moyen d'aller beaucoup plus vite dans la prise de décision. Et c'est aussi une responsabilité sociale, qui est de dire que les collaborateurs qui auront pu continuer à faire face à l'obsolescence des connaissances en se formant sur le marché du travail sont au niveau attendu et ont pris les bons réflexes de se former, et donc on maintient l'employabilité. Voilà, donc c'est des enjeux pour l'entreprise de performance et pour les collaborateurs de performance et de mieux être également au travail, puisqu'en ayant plus de vision, plus de sens, en étant musclé aussi sur les soft skills, on n'en a pas parlé, mais on muscle dans notre entreprise aussi bien les hard skills que les soft skills, quelque part, on espère qu'ils se sentiront beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus alignés dans leur travail. Merci beaucoup. Alors, parmi toutes les personnes qui sont connectées ou présentes avec nous aujourd'hui, je pense que beaucoup se posent des questions justement sur cette notion d'organisation apprenante et surtout se demandent comment y aller. Peut-être aussi s'inquiètent d'en entendre beaucoup parler et se disent je suis peut-être en retard par rapport à d'autres. Tu as parlé, Marc, tout à l'heure d'authenticité et c'est vrai qu'on est vraiment dans cette logique-là avec vous aujourd'hui. L'idée, c'est d'avoir un discours vrai sur où on en est dans nos réflexions et peut-être aussi les difficultés qu'on rencontre. Donc, c'est la prochaine question qu'on souhaitait vous poser, messieurs. Je propose du coup de redonner à nouveau la parole à Didier pour suivre un petit peu la mécanique pour la mise en place. Quelles questions éventuellement tu te poses à ce stade? Est-ce que tu rencontres peut-être des difficultés dans la mise en œuvre de ce programme Learning Company? Alors oui, alors là, les difficultés, il y en a énormément. Les questions, il y en a énormément. C'est surtout de se dire, on va, conformément un petit peu à la philosophie, apprendre en marchant. Les questions qu'on se pose, c'est comment on embarque l'ensemble des managers dans cette démarche, avec la vision de se dire, pour se former, pour partager, il faut du temps. Le temps, c'est pas du résultat immédiat. Donc, comment perdre du temps, à savoir acquérir des compétences pour en gagner un petit peu après, c'est-à-dire la mise en application. Cet équilibre-là, est-ce que les managers ont les moyens de le comprendre, de le mettre en place? Ça, c'est vraiment pas évident. Ça repose aussi sur une question de responsabilisation, de confiance auprès des collaborateurs. Je peux donner des illustrations. Nous travaillons sur la mise en place, offrir à l'ensemble des collaborateurs l'accès à LinkedIn Learning pour qu'ils puissent justement se former sur des hard skills que l'entreprise ne peut pas accompagner individuellement. La question de se dire temps de travail ou en dehors du temps de travail, c'est une question qui se pose et qui est traitée sous des formats différents selon les entités. On est présent dans une vingtaine de pays dans le monde, voire même localement selon les départements. Donc, c'est des choses où ce n'est pas encore des acquis. On espère qu'avec le temps, avec la valeur ajoutée que les managers vont pouvoir voir, ils se disent finalement, laisser du temps aux collaborateurs pour se former, moi, j'en ai tiré des bénéfices relativement immédiatement et de façon très, très continue dans le temps. Et pour eux, ça me permet de les retenir, et pour l'entreprise, pour plus de performance. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On est au début de cette démarche. On porte des convictions et la Learning Company, ça a été vu comme un axe stratégique par le COMEX de Lot. Donc, mais bon, voilà, on va dérouler ça et puis on va voir au fil de l'eau comment on lève les contraintes ou comment on fait avec.
Oui, donc peut-être en complément, j'ai 3 points que je vais articuler autour de cette question principale, mais en définitive, nous autres, dans nos entreprises, mais comment est-ce qu'on crée les conditions favorables pour que notre entreprise devienne apprenante? Pour moi, ça, c'est vraiment la question principale. Et autour de ça, 3 propositions, parce que oui, on pourrait vous en balancer des dizaines de kilos, mais je dirais 3 un peu pour structurer nos esprits. La première, chez moi, c'est toujours, mais en définitive, est-ce que j'ai donné assez d'envie à mes collaborateurs pour qu'ils nous suivent dans notre vision et notre stratégie? Ça, c'est vraiment pour moi le point culminant qui finalement amène à des conditions favorables dans toutes nos initiatives. Donc ça, c'est un incontournable. Et en définitive, est-ce que finalement, là où on veut être dans 5 ou 10 ans, c'est assez attractif pour nos collaborateurs? Ça, c'est crucial et un fondement essentiel dans cette réflexion. La deuxième question, interrogation que je peux partager avec vous, c'est finalement, alors on vous a donné quelques exemples d'initiatives et j'ai envie de dire, il faut encore ajouter des cartouches à notre ceinture, hein, on est au début, comme le dit Didier, mais déjà dans ces premières initiatives que nous proposons, et comme vous l'avez compris, c'est au libre choix de nos collaborateurs, est-ce qu'elles sont accessibles à tous? Donc ça, pour moi, ça c'est aussi un questionnement pour ne pas générer des vitesses différentes dans l'entreprise, peut-être des scissions. Donc une vraie réflexion. Bon, on sait que c'est plus difficile pour un opérateur qui est devant un équipement de production d'accéder à certains outils que pour d'autres. Voilà, donc c'est un vrai point d'attention parce que c'est le collectif qui doit avancer. Il peut y avoir bien sûr des variations dans le collectif, mais là j'ai une interrogation et je n'ai pas toutes les réponses. Et enfin, le troisième point, c'est un peu une transition à la dernière question. Bon, il y a toutes ces initiatives locales qu'on prend chacun dans nos entreprises. C'est très bien déjà, c'est un début, mais finalement, on sent quand même qu'on arrive assez vite notre imagination arrive assez vite en butée. Ce que je veux dire, c'est en termes de puissance de frappe sur cette thématique. Moi, je trouve qu'on est vite saturé et pour moi, il faut aller chercher autour de nous. Très clairement, là, c'est une interrogation essentielle pour moi. Ce qu'on fait dans la maison, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne peut pas nous emmener là où on ambitionne d'être. Donc, c'est notre entourage. Qu'est-ce qu'il peut nous proposer? Allez-y, vous pouvez poser la dernière question. Merci beaucoup pour la parfaite transition. Alors du coup, on va faire un peu de teasing. Je vais donner la parole à Didier. Didier, du coup, pour toi, en quoi la ruche contribue-t-elle à ta vision d'une organisation apprenante? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on décloisonnait en interne l'entreprise, donc les départements pour qu'ils se connaissent mieux, qu'ils apprennent au contact les uns des autres. Ça rejoint ce que dit Marc, c'est que décloisonner, c'est aussi à l'extérieur. Et c'est s'enrichir au contact d'autres entreprises, d'autres façons de voir, d'autres façons de fonctionner. On sait tous quand on recrute des personnes de l'extérieur, leur fraîcheur amène plein d'idées, fait se poser plein de questions. Mais bon, c'est aussi des choses qu'on peut avoir avec nos collaborateurs quand ils vont apprendre au contact, alors que ce soit au niveau de la ruche, parce que là, c'est vraiment un microcosme qui facilite ces éléments, mais lors de learning expedition qu'ils peuvent réaliser, ou d'intervention dans des écoles qui les enrichissent. Donc la ruche, ça fait partie de l'ouverture à l'extérieur de l'entreprise pour plein de sujets, mais notamment celui de l'entreprise apprenante, qui est de se dire on va développer nos collaborateurs, les enrichir au contact des autres et se rendre compte qu'eux-mêmes vont pouvoir également enrichir les autres par leur travail. Et de cela, on va tous en tirer un bénéfice, les collaborateurs, l'entreprise et puis les entreprises, je dirais même, au global. Donc c'est vraiment une partie, une pierre de notre projet de Learning Company, la ruche industrielle.
Merci beaucoup. Et Marc, alors on te laisse continuer sur ta lancée. Bon, allez, je prends le relais et là, mon curseur d'authenticité, il va monter d'un cran. Pour le moment, je me suis retenu quand même, mais là, je vais me lâcher un petit peu. Allez, sans faire le guignol en toute sincérité, que je pense qu'une entreprise qui est dans une réflexion, mais qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter à mes collaborateurs? La notion d'entreprise apprenante, bon, là, on frise quand même des degrés d'excellence, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on est dans la crème des réflexions qu'on peut avoir dans une entreprise, et c'est magnifique. Mais très vite, comme je l'ai dit précédemment, si on tourne en rond dans son entreprise, on se cogne un peu au mur et il faut sortir. Il faut sortir. Alors, bon, pour moi, c'est facile, hein, la ruche industrielle est à 200 mètres. Donc, qu'est-ce que je vais aller chercher plus loin que ce que je peux avoir quasiment à portée de main? Et là, je vais un peu vous raconter ce qu'on y trouve et rester dans la thématique. Hein, donc là, on a des échanges réguliers avec d'autres adhérents qui sont des entreprises de tout horizon. Donc, je ne vais pas en faire la liste parce que je vais en oublier et je veux décevoir personne. Mais ça, c'est très important. Donc, c'est la diversité des intervenants et des personnes qu'on va trouver à la ruche. Vous savez, c'est extrêmement rare de trouver ça. Vous fréquentez des clusters, vous fréquentez des clubs, vous fréquentez de ci et de ça, mais ça reste quand même un peu consanguin en général. Hein. Et on est un peu timoré, on n'ose pas trop s'exprimer, ils vont piquer mes idées, c'est des concurrents, c'est des ci, c'est des ça. Non, donc ça, ce sujet, il est déjà gommé. Et cette diversité amène que finalement, on traite des thématiques qui nous concernent, quelles que soient nos activités. Je vais un peu l'illustrer tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même quelque chose pour moi d'unique. Et quand on se pose la question, mais comment je peux m'ouvrir sur la thématique de l'apprentissage, ben, je crois que là, il y a déjà un terreau très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Donc, nous, on interagit avec la ruche depuis 3 ans. Donc, pour illustrer le sujet d'aujourd'hui, je le place sous 2 niveaux. Bon, sur des thématiques d'ordre stratégique pour notre entreprise et des thématiques d'ordre plus développement personnel de certains de nos collaborateurs, comme on a pu l'évoquer précédemment. Hein, donc, sur des thématiques très spécifiques qui encadrent notre stratégie. Donc, je vais donner 2 exemples concrets qui ne sont pas évidents, je pense, pour toutes les entreprises et qu'on a pu étayer, élaborer, concrétiser et on est dans le déploiement chez nous. Donc, d'une part, c'est toute la thématique de la continuité numérique et de la digitalisation. Alors, bon, il y a des gens dans ce cercle qui ont connu les thématiques de l'industrie 4.0. Ben, désolé, mais c'est dépassé. Maintenant, on est dans l'ère du numérique et de la digitalisation. Alors, désolé, c'est une chance hein, qu'il faut saisir. Ben, écoutez, nous, on était un peu penauds quand on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait avec ça chez nous dans notre entreprise en sentant le fort potentiel que ça pouvait avoir pour nos activités? Eh bien, à la ruche, on a échangé de cette thématique avec un nombre d'industriels d'horizons différents, aussi d'experts sur ces métiers-là. Et ça nous a permis d'établir un plan très concret de comment, dans 3 ans, on a déployé la thématique sur notre site et quels apports concrets ça va nous apporter. L'autre point, plus orienté sur nos produits et les enjeux je dirais, de la société, avec l'impact carbone des propositions technologiques qu'on peut proposer. Hein, je vais être très court. Vous savez que les engins de chantier vont aussi vers l'électrification. On commence à vivre ça dans le monde automobile. Comme je dis souvent, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, ça arrive. Et ça arrive demain également pour les engins de chantier. Donc, ils feront moins de bruit, ils consommeront que de l'électricité. Et pour ça, les industriels ont le challenge de baisser la consommation au moins de 30 à 40%. Voilà, donc là aussi, on a monté un dossier avec des partenaires à la ruche et ça a conduit à un consortium où je crois que dans quelques années, je ne donne pas de nombre, s'il y a des petits secrets autour de tout ça, ben on proposera à nos marchés des solutions de rupture qui permettront d'électrifier les engins. Voilà, donc vous voyez ça
on a appris ça avec ces gens qui sont là, à la ruche. Mais tout seul avec mes gars, ils sont top, mes gars, et mes filles, ils sont top. Jamais à ce rythme, c'était possible. Impossible. Donc ça, c'est deux exemples d'ordre stratégique. Et je voudrais finir parce qu'on a quand même beaucoup, et c'est fondamental, parler de nos collaborateurs et de ce que ça pouvait leur apporter une organisation apprenante. Donc, il y a aussi des programmes spécifiques à la ruche qui s'appellent Boost Start. Alors, 5 de nos collaborateurs ont participé à ces programmes. Je vais dire un peu des bêtises parce que j'ai un peu tendance à oublier les détails, mais en gros, pendant 6 mois, ils vont échanger sur une thématique donnée avec leurs pairs d'autres entreprises. Avec leurs pairs d'autres entreprises. Dites-moi où quelqu'un de chez vous peut aller échanger avec des pairs d'autres entreprises sur un sujet qui lui tient à cœur. Moi, je ne sais pas. D'accord? Il peut à la ruche. Il n'y a plus de chef, il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. Les gars, ils viennent avec leur thématique, ils en parlent ensemble pendant 6 mois et ils construisent des solutions pour leur entreprise. D'accord? Donc, je vais l'illustrer. On a parlé de thématiques de chariots autonomes qui transportent des pièces dans nos ateliers, d'automatisation de tâches répétitives, donc ça, c'est des robots digitaux, de thématiques de micro-learning, donc là, on est en plein dans le sujet, etc., etc. Et j'ai pu observer, et là, je veux finir avec ça, parce que j'ai beaucoup parlé des gens, et c'est très facile d'en parler, c'est parler, ce n'est pas le sujet, il faut qu'on fasse grandir nos équipes. Les gens qui ont suivi ces programmes-là sont revenus grandis. Ils sont revenus grandis parce qu'ils ont partagé leurs connaissances avec d'autres en toute simplicité, dans un cadre non contraint. Ils étaient volontaires, ils étaient full autonomes et ils sont revenus avec quelque chose qu'ils ont appris des autres. Hein. Et comme je dis souvent, ils sont partis, ils ont cru revenir à la maison avec les réponses avec toutes leurs questions. Eh bien non, figurez-vous, ils sont revenus avec les bonnes questions. D'accord? Et on a mis en place les bonnes solutions dans un temps record. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer ce que ça peut avoir comme effet sur ces personnes en termes de reconnaissance, en termes de confiance. C'est des gens qui sont transformés dans des entreprises. Leur contribution, elle est impressionnante. Tous nos gens ont un capital qu'on n'arrive pas, c'est nos enjeux là, ce qu'on discute. On n'arrive pas à le faire s'exprimer. D'accord? Donc ça, je l'ai vu chez ces collaborateurs qui sont revenus. Donc, je ne peux que encourager ce type de processus. Voilà, donc la conclusion, c'est oui à la ruche. La ruche est une organisation auto-apprenante et fréquentez la ruche, vous serez surpris. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous les deux pour vos témoignages qui ont fait beaucoup réagir, je crois, dans le chat. Donc, j'espère que vous serez bien avec nous jusqu'au bout pour pouvoir répondre aux éventuelles questions qui vous ont été adressées. Et ça nous fait une parfaite transition avec le troisième temps de cette conférence, en quoi la ruche industrielle était une organisation apprenante. Et avant de vous lancer sur cette partie-là, j'en profite pour faire un petit commentaire par rapport aux réactions qu'il y a pu y avoir sur le Wikicast, et notamment certaines personnes qui pouvaient être potentiellement frustrées de ne pas avoir eu le temps de renseigner tous les post-it. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on garde un temps en toute fin de session, on rouvrira l'activité, mais pas de panique, n'hésitez pas à bien réfléchir aux idées que vous souhaiteriez partager en lien avec ces 5 piliers. Et, on vous donnera l'occasion de pouvoir compléter tout ça en fin de meeting. Alors, on a vu en première partie ce qu'était une organisation apprenante. Après là, on vient de zoomer un petit peu avec le témoignage de Marc et Didier sur leur point de vue d'entreprise. Et puis, on va encore continuer à zoomer en terminant avec la ruche. Et la ruche, ce n'est pas un organisme de formation, vous l'aurez compris. Par contre, c'est peut-être bien une organisation apprenante. Et on s'est posé la question de, en fait, comment est-ce qu'on pourrait les rendre visibles et invisibles. Vous l'aurez compris au travers des témoignages de Marc et Didier, on a l'impression qu'il se passe plein de choses et on s'est dit, mais comment on peut capter ce qui est en train de se passer. Et du coup, donc, on s'est dit, ben voilà, on a des activités ruches et dans ces activités, on développe des compétences soft et puis des compétences techniques.
Donc, on a passé au crible toutes les activités qui pouvaient avoir lieu dans la ruche et on a listé toutes les compétences soft qui étaient développées. On les a classées en 5 grands thèmes que Camille vous détaillera juste après. Et les compétences techniques, on procède un peu différemment. Les compétences techniques, en fait, on les identifie avec les équipes qui sont dans les projets et qui participent à ces activités. Et dans ces compétences techniques, il y a des compétences qui sont de deux ordres. Il y a des compétences plutôt exploratoires. On va découvrir une technologie, on va creuser un petit peu un sujet. Et puis, il y a des compétences après sur des technos qui sont beaucoup plus avancées. Et ces compétences avancées, on va les prendre et là, on les transmet aux organismes de formation qui travaillent avec nous pour permettre de monter les modules qui sont à la pointe des sujets. Par contre, toutes ces compétences soft et puis ces compétences d'exploration, là, je ne vais pas en dire trop, mais on a trouvé une façon de les capitaliser et de les rendre visibles sous forme de badge, mais on garde encore un petit peu le suspense, on vous présente ça dans quelques instants. Donc, pour s'attarder un petit instant sur les compétences soft, on parlait d'idées notamment tout à l'heure, ça m'inspire un souvenir d'une dissertation de philosophie en terminale, une citation d'Emmanuel Gounier qui est « Qui travaille à faire une chose en même temps qu'un homme ». Et je pense que c'est une bonne illustration de ce qu'on fait à la ruche, c'est-à-dire qu'on vient pour travailler sur une thématique technique, produire une preuve de concept sur un sujet donné, et en fait, en faisant ça, sans en avoir conscience, on se développe. Et c'est ça qu'on a cherché un petit peu à cartographier dans ces 5 grands domaines de compétences. Le premier, c'est le fait de cultiver sa capacité d'apprentissage. Et là, si on fait le lien avec ce qu'on disait dans l'introduction, on est dans un environnement mouvant, on a des nouvelles technologies qui arrivent, mais surtout qui évoluent quotidiennement. Et là, je vous renvoie à la petite citation à laquelle vous avez peut-être prêté attention en lien avec l'agenda, qui est que les compétences qu'on va attendre sur le 21e siècle, c'est finalement pas tant de développer des compétences techniques, mais de développer sa capacité à apprendre, parce qu'on va devoir continuellement mettre à jour ces compétences qui, tôt ou tard, deviendront obsolètes. Comment on cultive cette capacité d'apprentissage à la ruche? On l'a dit, on est dans un mécanisme d'ouverture, de questionnement permanent qui est rendu possible par le miroir de réflexion qu'apporte un réseau de pairs, et donc on a plein de services aujourd'hui qui permettent de se poser ces questions et de monter en compétence sur des sujets, que ce soit des conférences inspirantes, et celle-ci finalement en est une en quelque sorte, que ce soit des retours d'expérience, des discussions en fin de projet, où on vient partager les apprentissages, que ce soit des cercles d'échange, où on a un réseau de pairs, des rencontres, les responsables environnement de nos sites industriels, qui se posaient des questions sur les indicateurs suivis de consommation énergétique des bâtiments. Voilà, c'est tout ce qui va permettre de cultiver sa capacité d'apprentissage. Le deuxième volet, c'est la capacité à connaître et à mobiliser son écosystème. De plus en plus, on se rend compte qu'on travaille en réseau, et à la ruche, on est vraiment dans cette notion d'organique, quelque part, avec des réseaux qui sont non hiérarchiques. Je crois que c'est Marc qui le disait tout à l'heure. Là, on n'a pas le souci de savoir qu'on a son manager autour de la table, etc. On est vraiment dans un réseau de pairs et on apprend les uns des autres. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir identifier les bonnes parties prenantes pour répondre à cette problématique. Là, ce qui l'illustre très bien, c'est nos projets interentreprises, où on travaille, par exemple, avec des responsables maintenance qui vont travailler avec des responsables IT et IoT des autres entreprises, mais aussi de leur propre entreprise, que des fois, ils ne connaissent pas. Donc, on casse les silos, finalement, en inter-entreprise, mais aussi en intra-entreprise. Et puis, on travaille en étroite relation avec des fournisseurs de solutions que nous, on appelle partenaires technologiques, parce qu'on est vraiment dans cette logique d'échange et d'intelligence collective. Le troisième volet, qui est capital, c'est la capacité à capitaliser et à transmettre ses savoirs. Et là, on connaît tous un petit peu le phénomène de l'expert boîte noire. On sait qu'il est bon, on pressent parce qu'il jargonne et ça a l'air très compliqué ce qu'il fait. On a un petit peu de mal à s'approprier ses connaissances. Et nous, ce qu'on cherche à la ruche, c'est de faire sortir justement nos experts de cette posture-là et faire s'ouvrir aux autres, se mettre à la hauteur des autres et partager quelque part leur expertise. Et dans ce contexte-là, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est souvent à leur propre initiative. On a notamment un projet Supervision Connectée où on a un automaticien de vision moteur Volvo qui nous a dit « J'ai appris plein de choses, je suis montée en compétences et j'ai envie de partager à mes équipes comment je peux faire, comment je peux être accompagnée, parce que finalement, être formateur, c'est un métier. Moi, c'est pas mon métier. Et si vous me donnez un petit peu de méthodologie, je peux mettre en boîte quelque part ce que j'ai appris et aller le transmettre à d'autres. » Le quatrième volet, c'est le fait d'adopter et de mettre en œuvre une démarche agile. Là, on passe vraiment d'une culture de la performance à une culture du droit à l'erreur. Alors, ça peut sembler un petit peu déstabilisant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas performant, mais ça veut dire qu'on n'attend pas d'avoir la solution parfaite ou de cahier des charges complet avant de commencer à tester les choses et itérer sur cette base-là. Donc, on fonctionne vraiment sur un mode agile
avec des itérations et surtout des boucles de feedback, parce que c'est ça qui est important, c'est que rapidement, on teste, on collecte les retours et on incrémente petit à petit ces solutions. Ça peut sembler bien, mais en soi, sur des projets interentreprise, on en a certains qui au démarrage sont déstabilisés en nous disant moi j'attendais d'avoir 200 pages de cahier des charges avant de commencer à appeler un fournisseur. Et nous, on lui dit non, on va l'appeler tout de suite. Et puis, c'est pas un fournisseur, c'est un partenaire et on va échanger sur le besoin. Et en fait, son retour va nous permettre, nous aussi, d'affiner quelque part, de nous poser les bonnes questions et d'affiner notre besoin. Le cinquième volet, c'est la capacité à développer sa posture entrepreneuriale. Et là, on travaille notamment l'intrapreneuriat à travers notre programme Boostart. L'intrapreneuriat, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que l'entrepreneuriat dans l'entreprise. Et ça va nous permettre quelque part de développer notre posture d'innovation, d'aller chercher de nouveaux leviers de productivité et de croissance. Et ça, c'est complètement un changement de posture où le collaborateur doit quelque part prendre le mandat, se donner l'autorisation, avoir aussi l'autorisation de son management pour tenter des choses nouvelles. Et encore une fois, être dans cette démarche aussi agile de partenariat avec son écosystème. Et le marathon, notamment, qui est notre temps fort du programme Boostart, illustre très bien. On va aller chercher toutes les ressources qui sont nécessaires à l'accélération du cadrage du projet. Donc voilà un petit peu la palette de compétences qu'on développe dans le cadre des activités à la ruche. Et pour l'illustrer, on se proposait de faire intervenir Valérie chez Géant Express pour qu'elle puisse nous dire un petit peu à quel type d'activité elle a participé à la ruche et quelles compétences elle pense avoir développées par ce biais-là. Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. Donc, merci de me laisser un temps de parole. Je vais essayer de partager mon expérience. Donc, pour me présenter rapidement, donc Valérie Bonnier, effectivement, j'appartiens à l'entité Renault Trucks Volvo. Je suis particulièrement attachée au site de fabrication et d'assemblage moteur. Et je suis actuellement sur un poste en lien avec le développement des compétences et notamment toute la réflexion autour des compétences pour demain. J'ai effectivement, comme vous pouvez le voir, participé, je continue de bien participer activement aux différentes initiatives de la ruche. J'ai participé effectivement sur un projet au niveau du programme Boostart. Je pense que j'étais sur la première session où j'ai amené une réflexion sur la mise en place d'une école des métiers au niveau de l'usine moteur de Vénissieux. Et puis, je continue de participer sur différentes initiatives et plus particulièrement pas mal d'énergie sur le sujet de la mutation des métiers de l'industrie avec Camille. Voilà un petit peu rapidement pour présenter mon parcours et mon interface du coup avec les projets La Ruche. Donc effectivement, comme Camille l'a énoncé, on m'a demandé un petit peu de témoigner sur deux grandes questions ou en tout cas sur deux grands points. Quelles étaient en fait à titre personnel les compétences ou les connaissances que je pensais avoir développées grâce à ces projets, ces interfaces avec La Ruche. Et puis un peu plus en deuxième temps, plutôt de partager en tant que RH quels sont selon moi les apports de La Ruche par rapport aux collaborateurs qu'on peut y faire contribuer. Du coup, je pense que je vais vous faire un petit peu sourire, mais quand j'ai réfléchi en fait aux apports de compétences sur à titre personnel, je dirais que j'ai appris à désapprendre certaines choses, certaines postures notamment. Notamment sur le programme Boostart. La première partie, en fait, c'est de savoir pitcher son projet et d'aller chercher un petit peu la valeur ajoutée de ce projet. Et ça a été un exercice assez compliqué où, en fait, on se retrouve confronté à toutes nos postures et nos armures acquises depuis un certain nombre d'années, notamment sur le métier RH. On se construit pas mal de carapaces pour se protéger un petit peu des différentes attaques. Et du coup, l'exercice du pitch, c'est plutôt de donner de l'émotion et de donner de soi. Donc l'exercice était assez difficile et on a été pas mal confrontés du coup à la déconstruction de pas mal de croyances limitantes. Donc je dirais que c'était un vrai progrès, mais pour ça en fait on a plutôt appris à désapprendre un certain nombre de nos postures, on va dire anciennes. Ensuite, on a été confronté à beaucoup de nouvelles approches, de nouvelles méthodes. On a parlé juste avant des méthodes agiles, on était en plein dedans. Comment on apprend à sortir du cadre, à s'affranchir un petit peu des contraintes et justement de sortir nos process un peu enfermants où on voit tout de suite les limites et pas forcément les potentiels.
Donc, c'est vraiment quelque chose en fait qui a été aussi très développant pour moi. Aujourd'hui, j'essaye de me focaliser sur ce que je voudrais faire et m'autoriser à rêver, et après je me dis que les contraintes arrivent assez vite toutes seules et que du coup l'objectif c'est plutôt de rester focalisé sur ce qu'on veut faire et d'essayer d'aller lever les contraintes lorsqu'elles apparaîtront, plutôt que de commencer par une réflexion sur les contraintes. L'exercice aussi, et en tout cas l'apprentissage que je pense avoir en tout cas découvert aussi grâce à la ruche, c'est d'oser faire soi-même. Aujourd'hui, on attend souvent d'avoir constitué, comme tu le disais aussi Camille, un certain nombre de partenariats, d'avoir bordé un certain nombre de sujets pour essayer d'expérimenter quelque chose. Là, en fait, on a un cadre favorisant qui nous dit, bah, allez-y, faites-vous confiance, testez des choses, expérimentez des choses. Souvent, on se finit par se rendre compte que la posture entrepreneuriale nous donne, avec peu, déjà pas mal de résultats, en tout cas des résultats qui concrétisent ou qui donnent confiance sur une idée, et qu'on n'a plus qu'après à la laisser se développer et grandir à la lecture et au feedback de tout l'écosystème qu'on arrive aussi à mobiliser autour de ça. Et puis je dirais que pour faire pas l'étalage de tout, mais les 4 grands points, pour aller sur le dernier, c'est la ruche nous apprend aussi à oser demander, questionner et pas nous retrouver seuls face à une difficulté. Souvent, on pense que c'est peut-être un petit peu honteux ou difficile d'aller demander de l'aide ou de questionner, et on se rend compte en fait du pouvoir du questionnement et de l'implication de l'autre. Je pense que, et l'exemple c'est celui du marathon, je me suis autorisée à inviter largement des publics pour accompagner mon projet, et je pense que j'ai eu aucun non. Donc c'est voir en fait l'intérêt que tout le monde retrouve aussi à ces logiques de partage. Donc voilà pour un petit peu les compétences développées à titre personnel, mais j'insisterai vraiment sur le changement de posture comme étant l'un des leviers principaux des gains que j'ai identifiés pour moi-même à la ruche. Les apports un petit peu vus et identifiés par rapport aux équipes et aux collaborateurs qu'on amène sur des projets. Donc, dans le cadre de l'usine moteur, tu en as aussi cité pas mal, Camille, on a pas mal d'équipiers qui travaillent sur des projets vision, supervision connectée. Et en fait, l'apport principal, enfin j'en ai aussi listé quelques-uns, je pense que vous en avez déjà donné pas mal, Didier et Marc, c'est effectivement cette logique d'espace bienveillant et sécurisé qui autorise le droit à l'erreur. Je pense qu'on est tous dans des organisations industrielles qui ont ces principes-là comme des fondamentaux, mais dans la réalité des faits, on ne prend pas le temps ou on ne laisse pas en fait la capacité à nos collaborateurs d'expérimenter et de tester par l'erreur. Quand on voit les grandes innovations du monde, on se rend bien compte qu'il y a eu enfin, c'est des processus itératifs, et ces processus itératifs, on n'a pas le temps, on ne donne pas le temps à nos collaborateurs de le faire en interne, et du coup, je pense qu'en fait, ils trouvent ce temps-là, en tout cas, cette sphère protectrice au niveau de la ruche, et c'est vraiment quelque chose qui les fait grandir énormément. Et je dirais même qu'avoir cette espèce d'espace-temps protégé en dehors de l'usine est quelque chose de super favorable, parce que malheureusement, sur les environnements industriels, on sait que même si la personne essaye de se détacher du temps, s'il reste dans le cadre de l'usine, on sait le trouver, et il est souvent rattrapé par ses sujets opérationnels. Là, en fait, on le sort de l'usine, on le met dans un environnement un peu protégé, où il est vraiment à l'abri en fait des sollicitations du quotidien. Donc ça, c'est un des premiers avantages que j'y vois. Et puis c'est vraiment un espace qui est dédié à l'expérimentation et au partage de connaissances. Donc on donne du sens, de la vision, on met les personnes en action pour transformer nos organisations. Et ça, c'est quelque chose que la ruche met énormément facilement et de manière très visible en action et très rapidement. Je pense que le plus gros gain pour nos collaborateurs, c'est le développement de leur confiance en soi. Aujourd'hui, et tu l'as également dit Camille, donc je vais être encore une fois dans la répétition, on a un de nos collaborateurs qui était plutôt introverti, timide, qui s'est pris de passion pour le projet auquel il a participé au niveau de la ruche, et qui a développé une confiance en lui juste phénoménale, et qui aujourd'hui a développé pas mal de choses quand il est revenu en application de ce qu'il avait vu à la ruche, et qui est effectivement dans une logique aujourd'hui de vouloir partager ses savoirs et travailler justement à la structuration, le partage de ses savoirs pour l'ensemble de son organisation. Effectivement, c'est aussi une logique où on vient accélérer des projets, puisqu'il y a la force du collectif, de la réflexion à plusieurs, l'intelligence collective.
Et puis, je pense que le dernier point, c'est que je pense qu'à la ruche, vous avez tout compris, des nouveaux modes d'apprentissage, je dirais les modes d'apprentissage du 21e siècle. Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui n'ont plus envie d'aller se retrouver en salle devant un formateur qui va lui faire visualiser 400 slides avec des contenus très théoriques, mais aucune application pratique. Et du coup, c'est aujourd'hui du pur gaspillage, en tout cas pour bon nombre d'entre eux. Et du coup, la logique d'apprentissage par le faire, c'est vraiment quelque chose qui fait résonance aujourd'hui dans nos organisations et qui, en plus, de notre point de vue par rapport aux études faites sur le raisonnement intellectuel et au mode d'apprentissage, fait vachement résonance à la capacité à retenir et en tout cas à beaucoup plus vite apprendre sur ces thématiques-là. Juste pour donner un exemple, pour situer ce point-là qui pour moi est essentiel, on a tous un smartphone aujourd'hui et je pense qu'on peut questionner le nombre de personnes qui sont allées en formation académique pour apprendre à servir leur smartphone. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Comment on fait? On teste par soi-même, on découvre, on questionne son entourage, etc. Et quand on apprend une fonctionnalité, généralement, on la partage. Donc, c'est aussi dans cette logique-là, avec ces exemples simples, qu'on voit qu'aujourd'hui, nos modes d'apprentissage évoluent et que la ruche, c'est un des moyens d'être en reflet avec les souhaits en fait, de se développer de nos collaborateurs aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de respecter le timing qui m'avait été donné. C'est assez court, j'ai fait des focus particuliers parce qu'il y a bien d'autres choses qu'on pourrait dire sur les apprentissages, mais je pense qu'effectivement, en tout cas, la ruche nous donne une expérimentation, en tout cas la bonne direction sur comment aller vers des organisations plus apprenantes. Merci beaucoup Valérie pour ce témoignage. Je voulais revenir sur ce que disait Marc aussi tout à l'heure quand il parlait de créer les conditions favorables. Je pense qu'un petit peu la conclusion des témoignages qu'on a pu avoir du podcast, c'est que la ruche a créé en fait les conditions favorables aussi à ces changements de posture et à la mise en œuvre de cette organisation apprenante. Le défi auquel on a été confronté, je dirais, avec Céline, c'est de se dire qu'il y a des choses qui se mettent en place naturellement, qui sont en train de se faire, qu'on a envie de valoriser, mais sans brider les énergies. En fait, je pense que la difficulté, elle est là. Il y a une sorte d'écosystème qui s'est mis en mouvement naturellement. Et comment est-ce qu'on fait pour l'encourager, mais en même temps sans retomber dans un cadre rigide et un petit peu top-down, qui était celui du knowledge management des années 80. Et comment est-ce qu'on arrive à créer une dynamique autour de ça? Et donc, la solution qu'on s'est proposé d'apporter, c'est de mettre en place un système de badge, qu'on appelle Open Badge. Un Open Badge, qu'est-ce que c'est? C'est une image numérique qui contient ce qu'on appelle des métadonnées, qui va permettre du coup de reconnaître et de rendre visibles ces apprentissages informels qu'on ne valoriserait pas forcément dans le cadre d'une formation classique. Si on reprend un petit peu les 5 grandes catégories de compétences que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est pas forcément des choses aujourd'hui qu'on valorise dans le cursus de formation. Et en même temps, on se rend compte que c'est important pour changer de posture et justement adresser ces enjeux de transformation que connaissent les entreprises industrielles. Donc, si on devait illustrer avec le parcours de Valérie et les activités qu'elle mentionnait tout à l'heure, auxquelles elle a contribué, ces activités, finalement, lui donnent accès à un certain nombre de badges qui vont lui rapporter plus ou moins de points, puisqu'on aime aussi jouer à la ruche. Et donc, l'objectif, c'est d'aller gagner de plus en plus de points et d'être encouragé, finalement, à se transformer encore davantage et à participer à toujours plus de projets. Donc, on s'est posé un petit peu la question de créer notre collection de badges 2022. Alors ça, c'est la photo à l'instant T, mais justement, c'est ce qui va avec cette logique d'organisation apprenante, c'est que ça a vocation à évoluer dans le temps, évidemment, et qu'on est dans une démarche test and learn, puisqu'on s'applique aussi ce qu'on essaye de promouvoir auprès de nos adhérents, c'est-à-dire qu'on lance ce système et en fonction des retours, on va l'améliorer petit à petit. L'idée, c'est d'avoir 3 grandes catégories de badges. Un premier niveau, la couleur verte qu'on voit à gauche, valoriser un premier niveau d'implication dans la ruche, parce que finalement, on n'a pas forcément besoin d'y être tous les jours et d'être impliqué sur des gros projets pour déjà commencer à se transformer. Donc, si typiquement, je participe à une conférence déjeuner, je participe à un retour d'expérience, ponctuellement, je viens visiter le plateau technique ou le showroom de la ruche, et bien, ça va me permettre déjà de débloquer des premiers badges et des premiers points. Le deuxième niveau, je contribue, là, on vient valoriser la participation régulière à un ou plusieurs réseaux de la ruche. Donc là, on est sur le niveau du dessus, entre guillemets, où on organise une visite de son usine, on anime une conférence déjeuner, cette fois-ci, on est dans la posture d'animateur qui va transmettre ses connaissances, on participe à un cercle d'échange, à un groupe de travail,
Et puis le stade vraiment ultime, entre guillemets, c'est un petit peu le saint graal de la ruche, c'est nos deux activités phares et dont on considère aujourd'hui qu'elles sont celles qui transforment le plus les collaborateurs, à savoir les projets interentreprises et notre programme d'entrepreneuriat Boostart. Et là, on est vraiment dans une phase où on fait plus que venir goûter, entre guillemets, faire un peu de pollinisation croisée ou de contribuer. Là, on est vraiment dans une logique de transformation où on change de posture. Bon, bah, l'idée, c'est que ces badges sont mis en face d'un référentiel de compétences. Donc, vous voyez les 5 catégories qu'on mentionnait tout à l'heure. On les a un petit peu détaillées avec à chaque fois les compétences relatives à chaque catégorie. Et donc, chaque badge permet de valider quelque part le développement de telle et telle compétence et donc de développer un certain nombre de points. Tout ça sera très bientôt accessible dans la plateforme digitale de la ruche, sur laquelle on travaille très dur avec notre partenaire Sequoia, avec pour espoir de pouvoir vous la dévoiler dans les prochaines semaines. L'idée, c'est qu'adossé au site internet, chaque adhérent aura accès à un espace qui lui est dédié, un espace membre, avec son profil, où il pourra retrouver les badges, quelques explications évidemment sur les différentes catégories de badges, mais également la liste des badges qu'il a déjà débloqués, la liste des badges qu'il pourrait peut-être débloquer, donc lui donner envie encore une fois de contribuer à de nouvelles activités. Et puis, parce qu'on est un petit peu joueur, un classement des entreprises adhérentes, mais aussi un classement individuel qui donnera lieu à des cérémonies de remise de prix, parce qu'il n'y a pas de classement sans remise de prix. Et donc, voilà, l'objectif étant d'entretenir cette dynamique vertueuse. On parlait de roue tout à l'heure, on est vraiment dans cette logique-là. Et donc, chaque badge sera évidemment fiscal et permettra d'accéder à une liste détaillée des compétences. Et tout ça pourra être également partagé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, puisqu'on considère que voilà, ce sont des apprentissages qui méritent aujourd'hui d'être valorisés. Un dernier slide, du coup, pour résumer un peu les impacts qu'on attend de ça. Pour les personnes, c'est vraiment, encore une fois, au-delà de l'aspect gamification et un peu fun dont a parlé Camille, c'est vraiment de prendre conscience des connaissances et des compétences qui sont développées au sein de la ruche quand on vient, ne serait-ce que écouter une conférence, quand on vient s'impliquer un petit peu plus. Je crois que ça a été aussi très largement repris par Marc et Didier. Il y a un enjeu de conserver et de développer son employabilité et de se projeter aussi dans l'évolution de son métier. Donc voilà, c'est aussi pour faire apparaître ça et puis, comme l'a dit Camille, donner envie de continuer à se développer. Donc ça, c'est pour les personnes. Ensuite, pour les entreprises et les structures qui sont adhérentes à la ruche, il y avait aussi un enjeu de mesurer l'implication dans la ruche pour voir combien de personnes viennent et puis qu'est-ce qu'elles développent au sein de la ruche. Et donc, de rendre conscient des compétences qui sont développées et puis aussi, comme a pu le dire Marc, de révéler des talents, d'exploiter des potentiels qui étaient peut-être un peu plus en réserve au sein de l'entreprise, donc continuer aussi après à développer ces personnes. Et enfin, pour la ruche, l'idée, c'est vraiment de lancer, d'entretenir une dynamique vertueuse d'apprentissage et vraiment de valoriser tous les temps d'apprentissage, même ceux qui sont informels ou ceux qui ne sont pas forcément visibles. Et enfin, de mesurer l'impact de la ruche sur le territoire en termes de développement des compétences. Voilà pour ce tour d'horizon. Et donc, félicitations à tous, puisque vous venez de décrocher votre premier badge. C'est un badge qui vous sera remis à tous par email en même temps que le replay de cette conférence. Donc, pour ceux qui étaient dans la salle et aussi pour ceux qui étaient à distance. Donc, bravo. Et vous l'avez compris, il faut gagner de nouveau, puisque classement, remise de prix. Donc, n'hésitez pas à participer toujours plus aux activités à la ruche. Beaucoup d'éléments à partager, donc on a essayé de garder un timing qui a peut-être semblé un petit peu soutenu, mais c'est important pour nous de garder un temps pour des questions-réponses. Et je me tourne à Magdalene pour savoir si dans le chat, s'il y avait pas de questions. Pas pour le moment, beaucoup de réactions, des réactions qu'on aura peut-être dans un second temps, mais pas pour le moment niveau questions. N'hésitez pas si vous avez une question qui vous vient là maintenant. Et sinon, ça nous laissera du temps pour revenir aussi sur les post-it vidéo pour lesquels on a eu assez peu de temps tout à l'heure. Ou dans la salle d'ailleurs, je m'avance le chat, et si des questions dans la salle, n'hésitez pas. On a une sur le chat, oui. Alors, est-ce que vous faites une différence entre apprentissage organisationnel et organisation apprenante? Ça vous laisse sans voix.
Je connais moins la notion d'apprentissage organisationnel. Est-ce que la personne peut détailler? Si la personne a envie de le détailler, sinon la personne a aussi une autre question. Est-ce que vous avez lu les travaux de Philippe Zarifon? Non plus. Bien, je suis désolée. Voilà. Mais on ira du coup. Mais on va aller voir. Avec beaucoup d'intérêt. J'ai une autre question. Ah bah, Pascal, vas-y. Pascal, compris. Pascal, tu avais une question? Non. Ah non, parfait. Toute le verre, excuse-moi. Êtes-vous en lien avec d'autres acteurs du territoire, établissements d'enseignement, associations, institutions territoriales, pour des projets, rencontres, ateliers, etc. Oui, on peut citer un projet notamment en ce moment sur lequel on travaille beaucoup avec les acteurs de la formation, c'est le projet Mutation des métiers de l'industrie. On a lancé une réflexion, ça fait déjà presque un an maintenant pour travailler sur le sujet. Alors un vaste sujet, donc on a décidé de prendre par un premier bout qui est la mutation des métiers de technicien de maintenance. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on a déjà des difficultés de recrutement aujourd'hui, qu'on a une pyramide des âges vieillissante qui fait qu'on anticipe des départs à la retraite dans les années à venir. Et surtout, c'est un métier qui est au cœur des mutations apportées par le 4.0 et qui suppose de se poser la question des profils qu'on va rechercher demain et qui sont peut-être différents de ceux qu'on recherchait hier. Et donc, pour revenir à la question qui est posée, dans ce cadre-là, oui, on est allé chercher notamment les acteurs de la formation, l'AFPA, l'IRI, on travaille avec le GRECAS et le Lyon Métropole également. L'objectif, c'est de pouvoir, nous, côté industriel, exprimer le besoin en matière de formation, le mettre au regard des dispositifs de formation déjà existants et de voir dans quelle mesure on peut les faire évoluer. Je pense que ça fait bien avec ce qu'expliquait Céline tout à l'heure, où ce qu'on se dit, c'est que nous, on a une démarche un petit peu empirique, où dans le cadre du projet Supervision Connectée, notamment, on touche du doigt ce que sera la maintenance demain. Et puis, ces apprentissages, on essaie un petit peu de les packager et de pouvoir voir dans quelle mesure, derrière, on pourrait imaginer créer des formations, nous n'ayant pas forcément vocation à créer des contenus de formation aussi poussés que peuvent le faire ces organismes-là, d'où l'idée de travailler vraiment dans une logique de partenariat, le tout étant très complémentaire. Ça me permet de rebondir sur ce que disait Valérie tout à l'heure, où c'est vrai qu'on a une frustration des fois de nos collaborateurs qui nous disent bah, là, il y avait un besoin de formation, je me suis inscrite, finalement, la formation, elle arrive dans 6 mois, en même temps, j'ai plus besoin, ou finalement, je suis débordée, puis en fait, j'ai vu un tuto sur YouTube qui m'a permis de répondre à ma question. Nous, ce qu'on se dit, c'est que la ruche, elle permet de répondre à un besoin peut-être urgent et sur une démarche empirique, et en même temps, c'est très complémentaire, puisque ça nous permet aussi d'affiner le besoin en formation, et peut-être d'aller sur une formation plus spécifique plus tard. À un moment, on aura vraiment besoin d'entrer dans un grand nombre de détails sur le projet. On est vraiment dans cette logique de partenariat à l'échelle du territoire. J'espère avoir répondu à la question. Et je pense, Camille, qu'il ne faut pas que tu oublies aussi les acteurs de l'emploi, parce qu'on les a quand même pas mal associés à nos démarches. Tout à fait. On est vraiment dans cette logique qu'on a mis autour de la table industrielle, acteurs de l'emploi, acteurs de la formation et évidemment institutions à travers la métropole de Lyon qui est membre fondateur de la région industrielle. Sur le chat, la personne qui a posé les questions un peu compliquées dit bien que l'idée n'était pas de poser une question piège et que, je cite, je pose cette question parce que je trouve vos interventions d'une très grande qualité. Il pose une nouvelle question. Travaillez-vous sur l'aménagement des lieux pour inciter au partage et à l'apprentissage? Oui, et en plus, c'est d'actualité puisqu'on est en pleine période de travaux, enfin de fin de travaux. Donc, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de venir nous voir sur notre site à Vénissieux, on a la chance d'avoir un bâtiment assez exceptionnel et sur lequel on a beaucoup retravaillé les espaces de travail tout en gardant en même temps une patte industrielle et c'est assumé, c'est-à-dire qu'on voulait rester dans l'usine, mais dans un cadre un peu différent de l'usine. Et donc, on a vraiment travaillé sur la notion de maîtrise d'usage en se posant la question de quel usage on veut faire des locaux et comment finalement les locaux peuvent venir servir cette dynamique de collaboration. Je pense que ça peut faire l'objet d'une conférence déjeuner à part entière. Et d'ailleurs, ça a déjà fait l'objet d'une conférence déjeuner avec Caroline qui doit être disponible en replay. On pourra peut-être rejoindre le lien du replay avec le replay de cette réunion-ci. Je me tourne vers Maglone qui se fera plaisir de vous envoyer tout ça. Mais en gros, ce qu'on a pu observer, en tout cas, c'est que quand on n'est pas coincé dans des formats standards de classe en U ou en rang, et qu'on peut s'asseoir différemment, on commence à se comporter différemment et à penser différemment. Et donc, rien qu'en ça, ça permet d'autres interactions, d'autres partages et du coup d'autres occasions d'apprentissage. Ça, c'est la version très simple, très basique. Après, il y a plein d'autres choses à dire sur les lieux ont un impact très fort sur les dynamiques de groupe ou non et les dynamiques individuelles. Peut-être que Didier, d'ailleurs, a envie de témoigner là-dessus parce que chez Olot, vous avez quand même un sacré projet autour de ces sujets-là.
Oui, alors à plusieurs titres, mais effectivement, on a bâti notre siège social, on l'a ouvert en septembre 2020, et ça a été construit sur la base de co-construction avec les collaborateurs. Donc là aussi, c'était dans l'organisation apprenante, on fait participer les différentes personnes au choix de différentes choses pour comprendre les enjeux quand on a défini la vision, et puis définir l'environnement de travail dans lequel ils voulaient travailler demain. Et bien sûr, le point clé, c'était la collaboration. Donc la collaboration pour mieux partager, mieux échanger, mieux travailler. Et donc l'environnement de travail au sein de notre siège social est construit autour de la rencontre, des lieux de rencontre, des lieux formels, informels, des lieux d'acquisition de connaissances, des lieux de créativité, des lieux, ce qu'on appelle les salles d'académie, qui sont effectivement des salles de classe, mais qu'on module autant qu'on veut. Et donc tout ça, on voit bien que ça participe à une approche différente des sujets, un mode d'apprentissage différent, et puis une posture également différente. Donc oui, très clairement, l'architecture et les aménagements contribuent à une culture. J'ai une nouvelle question. Quelle est la part de participation de TPE et PME à la ruche? C'est une très bonne question. La ruche, je me tourne vers ceux qui seraient plus légitimes pour y répondre. La ruche, dès sa création, on est plutôt parti sur des adhérents grands groupes et ETI, mais à vocation, maintenant, dans la deuxième phase, on va dire, de son développement, en tout cas la phase suivante de son développement, à aller adresser également des plus petites entreprises, ne serait-ce que parce qu'on a eu la chance pendant 3 ans d'avoir beaucoup de collaborateurs qui ont participé à nos projets interentreprises, qui nous a permis d'agréger beaucoup de matières d'apprentissage, de matériel pédagogique. Aujourd'hui, on a vraiment vocation à les diffuser finalement dans le territoire, et notamment à destination de plus petits acteurs qui auraient plus de difficultés sans doute à mobiliser des ressources sur des sessions de projet régulières, comme on peut le faire chez nous à la rue, qui sont à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, d'une demi-journée tous les 15 jours, ce qui peut être assez difficilement tenable pour une petite structure. Pour autant, pour avoir discuté pas plus tard que lundi avec une directrice de PME, les besoins sont les mêmes en termes d'apprentissage, en termes d'ouverture d'esprit, de confrontation avec d'autres entreprises. Donc, c'est un axe qu'on travaille et qu'on va continuer à travailler. Si je peux compléter, les PME sont déjà présentes en fait dans la ruche, alors pas sous forme d'adhérents au sens strict, mais sont partenaires dans les projets. Donc, on a un peu plus d'une dizaine locales, des PME locales et pas que, qui sont présentes. Et on a déjà eu pas mal de moments de partage de ce qu'a produit, des connaissances qu'ont produit la ruche envers ces entreprises. Et ce qu'on a pu constater, c'est que les problématiques sont assez similaires en réalité. Et la grande différence, c'est ce que mentionnait Camille, c'est ensuite c'est la capacité à passer du temps, puisque le format de j'apprends en faisant, et ben, nécessairement, ça mobilise un peu de temps. Et celle avec qui on est partagé voyait cet aspect comme un frein qui n'est pas encore complètement levé de leur point de vue. C'est beaucoup. Est-ce qu'on lance des questions? Une dernière question, mais voilà, c'est vous. Une dernière question. Vous voulez faire un temps pour faire un bilan aussi. Quel dispositif mettez-vous en place pour apprendre à rendre opérationnelles les valeurs de l'entreprise, notamment pour faciliter l'autonomie et la prise d'initiative? Faut la répéter. Ah, mais... je dirais que c'est en vivant. Les projets, conduire un projet au sein de la ruche interentreprise, tout ça, on va être libre. Et le fait de vivre, après, on va l'incarner. Il n'y a rien de mieux que d'expérimenter ce type de valeurs pour mieux les comprendre, mieux les expliquer, mieux les incarner. Je ne savais pas si Didier et Marc avaient peut-être un regard je vais faire une réponse très courte. On cesse de lancer des initiatives. Hein, vous savez, nous sommes un être vivant, hein, une entreprise. Rien n'est jamais figé. Et ce qu'on dit aujourd'hui va changer demain. Et ça, c'est ce qui les rend si intéressantes. Alors, sur la thématique de l'autonomie, de la responsabilisation, donc là, la dernière démarche, donc kick-off hier, hein, voilà, donc c'est tout frais dans ma tête. On a lancé le processus hier. Donc, ça le label Lean.
et qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, c'est une approche qui va se déployer sur 2 ans dans tous les secteurs de l'entreprise, avec je dirais une forme de participation de l'ensemble des collaborateurs volontaires dans chacun de leurs secteurs à échanger sur leurs pratiques et qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble. Bon, il en découle en fait un grand impact sur l'interaction entre les individus dans l'entreprise et ça renforce la collaboration et la prise de décision décentralisée. Voilà, c'est pas Marc qui décide, les gens sont autonomes sur le terrain. On est toujours dans ce sujet d'aller vite et bien. Bon, voilà, il faudrait en parler pendant 2 heures, hein, c'est assez dense. Voilà, on ne cesse, on ne cesse. Merci beaucoup, Marc, pour cette dernière réponse. Il est 13h26 sur cette expérience et on voit que la salle virtuelle commence à se vider, qu'à 13h30, vous allez tous devoir retourner à vos occupations quotidiennes et on comprend bien. On voulait vous proposer une dernière petite activité de bilan et perspective, puisque dans cette logique d'organisation apprenante, l'idée c'est capitaliser aussi sur ce qu'on a pu apprendre tous ensemble aujourd'hui. Ça se passe de nouveau sur Lucas, je viens de vous renvoyer le lien sur le chat, le lien et le code d'accès. Hop. Et on va pouvoir démarrer suite l'activité en 3 questions très simples. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a éventuellement surpris? Et surtout, avec quoi repartez-vous? De la motivation, ça fait plaisir. Comme Madame. Plein de beaux témoignages. Dans ce que vous avez appris, apprendre à désapprendre, on voit que le message passé par Valérie tout à l'heure a marqué certains d'entre vous. Le programme Boostart, l'idée qu'on peut faire les choses en inter-entreprise, la force du multi-entreprise sur un sujet aussi complexe comme celui-ci, et c'est vrai que nous, c'est une vraie condition, et donc on est ravis si on a réussi à faire passer ce message-là. Qu'est-ce qui vous a surpris qu'on n'y ait pas pensé avant? Que l'implication commune, du coup, encore une fois, c'est que dans l'inter-entreprise sur ce beau sujet qu'est l'apprentissage, la frustration peut-être de voir qu'on n'est peut-être pas encore suffisamment avancé côté de vous. La simplicité dans le discours, là aussi, on est ravis parce que c'était l'objectif aussi de cette session. On aurait pu vite partir sur des discours philosophiques et l'objectif, c'était que ce soit le plus pragmatique possible. Et puis, avec quoi repartez-vous? C'est d'ailleurs la colonne qui suscite le plus de réactions, donc ça fait plaisir. On voit que vous repartez avec la banane, avec de la motivation, avec de l'inspiration. Donc je pense que rien ne pourrait nous faire plus plaisir pour finir cette belle semaine. L'idée que ce système pourrait être développé et testé dans la rue, puis déployé dans les entreprises, et là-dessus, c'est vraiment aussi la philosophie.
On sent qu'il se passe quelque chose ici. L'objectif, encore une fois, rendre l'invisible visible, c'est d'essayer de le conscientiser et de voir comment est-ce qu'on peut le reproduire. Donc, si on peut contribuer à ça, évidemment, c'est un des objectifs pour cette année 2022. De l'enthousiasme, plein de sujets pour réfléchir, de l'énergie. Et puis, bien sûr, vous repartez avec un badge et je vois que ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous. Donc, on voit que cette logique de gamification, quand même, marche plutôt bien. Merci à tous, du coup, de vous être prêtés à l'exercice. Je vais clôturer cette activité-là pour pouvoir rouvrir la précédente. Donc, j'imagine que vous allez être nombreux à devoir vous quitter, mais si certains d'entre vous souhaitent contribuer encore et poster quelques idées supplémentaires, c'est possible. Je vais la laisser d'ailleurs ouverte dans l'Archivien, peut-être même d'ici ce soir, comme ça vous pourrez aussi y contribuer a posteriori. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation, pour vos réactions dans le chat. Et puis, en tout cas, on se donne rendez-vous, je pense, très bientôt sur ce sujet-là, puisque l'objectif pour nous, c'est de pouvoir faire le point dans quelques temps, parce que là, on est un peu au démarrage de cette plateforme digitale et de cette mécanique de badge, et donc avec plaisir pour faire une conférence dans quelques temps, donc sur un autre format, peut-être qu'on rencontre à la ruche, quand le contexte sanitaire le permettra, ce qui nous permettra de parler aussi de l'impact des locaux sur les nouvelles façons de travailler. Un grand merci. Je ne sais pas si Merci à vous. Merci.